Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy, ils sont plus de 1000 chefs de service à avoir démissionné aujourd'hui de leurs fonctions administratives pour sauver l'hôpital public. Votre invité ce soir est chef du service urologie de l'hôpital Cochin à Paris. Pour lui, l'hôpital va très mal, mais il refuse de démissionner. Vous recevez le professeur Mickaël Perromort. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio ce soir. Alors voilà, ils sont plus de 1000, désormais vos collègues, plus de 1000 médecins à travers toute la France à avoir cessé, effectivement, à avoir jeté l'éponge, démissionné de leur fonction administrative. Est-ce qu'ils ont raison de dire stop ? Écoutez, malgré toute la solidarité que je leur dois et la confraternité, je pense que sur ce coup-là, ils ont tort. Pourquoi donc ? À mon avis, d'abord, ça n'est pas faisable. Techniquement, ça n'est pas tenable de démissionner uniquement des tâches administratives parce qu'on ne peut pas si facilement dissocier les soins du quotidien de l'administration. Et en plus, ça risque d'être totalement contre-productif et d'aggraver la situation dans les services. Alors, je comprends pas bien. Pas tenable, pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs choses. Normalement, ils s'occupent quoi ? Des absences, des jours de garde, des jours de congé, etc. C'est ça ? Oui. Ça n'entache en rien leur travail auprès des patients, a priori. Bien sûr, mais il y a plein d'autres fonctions. Je vais vous donner un exemple très concret. On est en ce moment à l'hôpital Cochin, comme dans les autres hôpitaux de l'assistance publique, en train de faire le recensement des équipements pour les services. C'est très important, notamment en chirurgie. Et donc, les équipes chirurgicales demandent le matériel nécessaire pour fonctionner et font remonter à l'administration. Il n'est pas possible de ne pas exécuter cette tâche, sans quoi les services n'auront plus d'équipement. D'accord, donc pour vous, les deux sont extrêmement liés. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui en tout cas, il n'y a plus de prise de décision donc sur la gestion, ce qu'on évoquait, les jours de garde, etc., y compris sur le matériel. En tant que chef de service, ça va devenir collectif, là, dans les prochains jours, de ce fait ? Je ne pense pas, parce que dans la vraie vie, il faut toujours quelqu'un qui décide. Et puis les équipes ont l'habitude de se tourner vers quelqu'un. À mon avis, en off, dans les coulisses, ce sera la même personne qui décidera, sauf qu'elle ne se révélera pas aux yeux de l'administration. Ça va être très compliqué, très brouillé. Donc c'est symbolique, on l'a compris, mais c'est quand même pour marquer les esprits, vous les comprenez. C'est plus de 1000 médecins à travers la France qui tapent du poing sur la table aujourd'hui. Il y a une impatience, elle est là. Bien sûr, je les comprends, je les soutiens. Je partage le même constat de la dégradation de l'hôpital public. Et croyez-moi, s'il faut le dire dans les médias, je n'hésite pas à le faire. Simplement, je trouve que la méthode utilisée aujourd'hui n'est pas la bonne, c'est tout. Sauf que s'il n'y a pas d'ultimatum, s'il n'y a pas de point de rupture, s'il n'y a pas de point tapé sur la table, quel est l'autre levier pour obtenir vite des revalorisations qui sont demandées depuis des mois pour les petits salaires, des réouvertures de lits ? Il y a deux actions qui pourraient avoir un impact important. C'est la grève des soins à laquelle on se refuse évidemment. Oui, mais on a déjà un petit peu connu en tout cas des perturbations. On a fait une journée de grève, mais tout en assurant les urgences et finalement c'est resté relativement indolore. Je pense que les médecins n'ont pas dans leur ADN cette aptitude à mettre en péril les patients. Donc ça, la grève des soins, on peut l'écarter. Exactement. Et la deuxième méthode qui à mon avis est la meilleure et qui malheureusement n'a pas pris assez d'ampleur, c'est la grève du codage, qui pour le coup consiste à ne pas retranscrire les codes des actes qu'on fait à l'hôpital et qui assèche les finances de l'administration. Et cette grève du codage alors, pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi elle ne se fait pas ? On en parle un petit peu, à ma connaissance, mais en ça France. Monte pas. Non, ça ne monte pas. Je crois qu'il y a 400 services qui ont entamé cette grève. Le mien, par exemple, à l'hôpital Cochin. Oui, exactement, fait la grève du codage. Mais comme ça ne prend pas d'ampleur, ça reste relativement marginal. Je crois que dans leur ensemble, les médecins sont des bons élèves. Ils ont été habitués, en fait, à faire ce que l'administration leur demandait. J'ai envie de dire malheureusement. Et donc, ils n'arrivent pas à franchir ce cap de la désobéissance. La désobéissance, là, aujourd'hui, elle se traduit par cette démission, en tout cas, pour marquer les esprits, on l'a compris, sur le plan de la gestion. Ils interpellent encore une fois vos collègues, et vous, j'imagine aussi, Agnès Buzyn, en disant « Mais vous êtes médecin hospitalier, qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi la situation, elle ne bouge pas ?» Qu'est-ce que vous lui dites, vous, aujourd'hui, à Agnès Buzyn ? Ouais, d'abord, attention, il faut relativiser. Agnès Buzyn n'est pas fautive à 100% de la situation actuelle. Elle hérite de décennies d'incurie et de mauvaise gestion de l'hôpital public. Simplement, moi, la critique que je pourrais lui faire, principale, c'est de ne pas vouloir
réformer véritablement le système, c'est-à-dire changer la gouvernance, rééquilibrer le pouvoir entre l'administration et les médecins. On pourrait par exemple faire, comme ça existe dans d'autres pays, des départements, des services autonomes avec leur propre budget. Mais ça prendrait une décennie, professeur? Non, ça pourrait prendre 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans seulement? Oui, et puis par exemple, il faudrait, à mon avis, aussi revoir le temps de travail. Vous savez que les salaires sont très bas, mais le temps de travail aussi. Hein, je rappelle le temps de travail est très bas, nous dites-vous? Bien sûr, le temps de travail des agents hospitaliers est très bas. On est à 35 heures à l'hôpital et 32 heures la nuit. Donc s'il est vrai de dire que les rémunérations sont basses, il est aussi vrai de dire que le temps de travail est bas. C'est pas tellement une voix qu'on entend, ce que vous dites là? Non, et pourtant je peux vous dire que si on revenait aux 39 heures, ça comblerait beaucoup de lacunes dans les services. Comment vous expliquez alors qu'on n'entende pas ça parmi vos confrères? Parce que c'est pas dans l'air du temps. On va toujours, si vous voulez, on entend toujours le même discours qui consiste à dire plus de moyens. Plus de moyens. Je suis pas en désaccord avec ça, mais on peut aussi, en dehors des moyens, réorganiser et faire travailler les gens un peu plus. Bien sûr, mais il y a quand même une réalité. Le salaire des infirmières, par exemple, 28e sur 32 au classement de l'OCDE. Oui, mais encore une fois, si vous comparez le temps de travail des infirmières par rapport à celui des infirmières de l'OCDE, il est très bas en France. Vous avez les 35 heures, vous avez les RTT, vous avez les congés bonifiés. Ça, c'est une plaie à l'hôpital public. Et il faut aussi dire cette vérité-là, parce qu'il y a plusieurs vérités. Vous allez vous faire des ennemis à le dire. Vous savez, je pense que tout le monde sait ce que je pense. Je suis tout à fait d'accord pour dire que le salaire des infirmières est trop bas, mais au lieu de l'augmenter comme ça, de manière aveugle, 300 €, ce qui me paraît tout à fait impossible, on pourrait aussi revoir les grilles et les statuts. D'accord. Alors, sur le salaire, admettons, mais quand même, le manque de lits, il est là, il est réel. Par exemple, en pédiatrie, on l'entendait dans le papier de Pauline Jacot tout à l'heure, on est obligé du coup d'envoyer des enfants soignés en gynécologie parfois. Oui, c'est tout à fait scandaleux. C'est une réalité dans beaucoup de services, pas dans tous, il ne faut pas généraliser. Mais en effet, depuis 10 ans ou 5 ans, il y a énormément de coupes budgétaires qui pénalisent les malades. Ça, c'est tout. Je ne le nie pas. Et là, l'enveloppe budgétaire, l'enveloppe promise par Agnès Buzyn, 10 milliards d'euros sur les dettes étalées sur 3 ans, 1,5 milliard, le montant de l'enveloppe, c'est suffisant d'un mot? En théorie, c'est tout à fait considérable, je crois. Mais simplement, là où les gens sont d'accord de râler, c'est qu'on n'en voit pas les mesures concrètes sur le terrain. Pas encore? Pas encore. Un mot, quelle sortie de crise vous voyez et quelle échéance quand on entend vos collègues dire à l'envie et répéter l'hôpital public se meurt? Je pense que l'hôpital public va continuer à se dégrader. Je ne suis pas très optimiste sur son devenir. Et à mon avis, dans les 5 ans qui viennent, on assistera à une déliquescence continuelle. Je ne vois pas comment, en l'absence de réforme globale du système de santé, y compris de la sécurité sociale, je ne vois pas comment on peut dégager les marges financières suffisantes pour revaloriser les salaires et remettre du personnel. Ça me paraît impossible. C'est une fatalité, c'est ce que vous nous dites ce soir. Ce n'est pas une fatalité, mais il faudrait un gouvernement courageux qui réforme de fond en comble le système, et ça n'est pas le cas. Merci beaucoup, professeur, d'être venu ce soir nous voir. Professeur Michael Perromort, merci de votre vérité ce soir.